En radio, vous trouvez toutes sortes d'émissions. Sur Radio 2M comme ailleurs, chaque émission a sa particularité, sa case, son thème. Excepté une émission. Celle que vous retrouvez une fois par semaine. Celle qui ne rentre dans aucune case. Celle qui fait bande à part. Celle que vous attendez. Ils sont déjà là. Alors si tout le monde est prêt, à la régie comme derrière le micro, l'émission L'Hebdo commence maintenant. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Bienvenue dans votre magazine d'actualité qui est tout sauf un magazine d'actualité. Merci de nous retrouver fidèles au rendez-vous. Alors cette semaine, impossible de passer à côté d'un sujet qui nous concerne tous, la rentrée scolaire. 8 200 000 élèves ont repris le chemin de l'école et derrière cette reprise, une question brûlante, où en est-on réellement de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous? On le rappelle, ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais il reste à peine un an avant l'échéance. Alors les objectifs, un peu plus d'un an. Alors les objectifs fixés par le gouvernement, consolidation des apprentissages, lutte contre la déperdition scolaire, ouverture sur les activités parascolaires, pourront-ils vraiment être atteints? Pour en parler et aller au fond des choses, nous recevons ce soir un invité de marque, Monsieur Salahdine Nabira. Merci à lui d'être là, il va nous rejoindre dans un instant. Il est docteur en sciences de gestion et expert en éducation. Et bien sûr, ils sont là, fidèles au poste autour de la table. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir Salima. Amine et son édito. Qu'est-ce qui compte le plus? Un simple résultat ou quelque chose qui marque vraiment les esprits? C'est ça? C'est ça. Safia, toujours prête à mettre les pieds dans le plat. Dans le plat. Si tu peux y aller plat, il n'y a pas de souci. Après lui-même, la semaine dernière avec Gad Elmaleh, les pieds dans le plat. Ouais. Elle va nous parler de Teddy Riner, mais attention, elle ne va pas nous parler de judo. Et enfin, chers auditeurs, vous voulez que votre futur mari ou votre future femme reste fidèle, Rimel a peut-être la solution. Bonsoir à tous. Bonsoir. Rebonsoir, salut. Amine, un petit teasing. Un petit teasing, on va parler de foot, de Coupe du Monde, on va parler de tennis. On va parler des grands hommes qui font les grandes légendes. Rimel, tu gardes ton mystère habituel? Tu as dit Rimel ou tu as vu Safia? Pardon, j'ai pas trop compris. Et bien cette fois-ci, on va s'intéresser à une info inutile, mais je vous jure, c'est vrai. Ça dépend pour qui, finalement, ton info inutile. Et Safia, qu'est-ce qui t'a convaincu pour cette chronique, d'en faire une chronique? Alors, est-ce que l'amour est vraiment aveugle? Et surtout, est-ce qu'il est aveugle à Tanger? Grosse question. Après la fidélité et l'amour rend aveugle, on verra. Tu as parlé de Gad tout à l'heure, Salima. Vous savez que depuis l'épisode de Gad, je vous jure, c'est vrai, tous les jours, un appel, au moins une personne qui me demande des tickets pour Gad. Donc, Mindaba, je vous le dis, si vous voulez des tickets, demandez à Amine, il en a. Bravo à lui et on lui passe un gros coucou. Mais là, ça y est, c'est fini les vacances. On est le vendredi 12 septembre et donc là, on reprend, on rentre directement dans le vif du sujet sans plus attendre. Vous connaissez les règles, jingle, c'est parti, l'hebdo. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Et les pieds dans le plot. C'est les pieds dans le plot. Sans plus attendre, merci d'accueillir notre invité de la semaine, Salahdine Nabira. Installez-vous confortablement à mes côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-il élégant tout de même? Monsieur Nabira, merci d'être là. Merci à On vous va pour parler d'un l'invitation. sujet quand même qui est important, de Très l'avenir important. de notre pays, Exactement. puisqu'on est en train de former les Marocains de demain. La question, elle brûle toutes les lèvres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après cette feuille de route? Oui, pour la simple raison, on a un projet très tangible et je pense que c'est l'élément phare de cette réforme, ce sont les écoles pionnières ou les écoles d'excellence et qui apportent un début de solution. Mais vous comprenez très bien que si on met l'échéance au bout d'un an, ça va nécessiter encore plus et surtout une continuité parce que ce département-là a connu le malheur d'avoir plusieurs successions de ministres en un temps très court. Heureusement qu'aujourd'hui, M. Barada a continué un peu le chantier phare qui était porté par Sibn Souda, donc celui des écoles pionnières. Et pour m'expliquer pourquoi l'importance, malgré les critiques, malgré les limites, parce que ces écoles-là ont mis le point sur un élément très très important. Au début, on était très obnubilé par les statistiques. Ça veut dire qu'on avait des élèves qui passaient. Et on se retrouvait des fois, souvent aussi, au niveau des évaluations, même au niveau après le bac, etc., des élèves qui ont décroché leur diplôme. Et pourtant, en termes d'apprentissage, il n'y a pas la maîtrise nécessaire. Aujourd'hui, on a compris cela et on est en train de reprendre justement avec l'ensemble de l'écosystème et des élèves qui sont dans le circuit, de pouvoir adapter et même donner le temps
c'est ce qu'on appelle une pédagogie un peu différenciée, c'est de permettre d'avoir les élèves à plusieurs niveaux On y dans une reviendra même année effectivement scolaire. Voilà. sur la méthode Tarl. Amine. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet et la feuille de route, justement, je vais poser une question que tout le monde se pose vraiment quand on parle d'éducation. Qu'est-ce que tu sous-entends, que ma première question était nulle? Du tout, madame. Laisse mon mot finir, t'entends. Poursuis. Pourquoi est-ce que c'est un secteur qu'on a eu toujours du mal à réformer et à faire avancer, parce qu'on sait que des études ont été faites déjà au début des années 2000 avec la COSEF. Il y a plein, chaque 4-5 ans, voilà, on se dit il faut se pencher sur l'éducation, qu'il faut absolument réformer parce qu'on va, on va exactement. C'est la Charte nationale d'éducation et de formation en 2000, le programme d'urgence éducation et formation de 2009 à 2011, vision stratégique 2015-2030 et feuille de route 2022-2026. Donc ça fait beaucoup quand même. Il y a eu un Et ça programme a aussi pour les baptisé juste les Nagère, 20 dernières années, depuis 2000. Il y a eu- Sachant qu'avant aussi on s'est penché, mais pourtant c'est un secteur qu'on a toujours eu du mal un projet qu'on a toujours eu du mal à faire aboutir. Pourquoi? La réponse est très simple. C'est un secteur qui se base sur les hommes et les femmes. Et c'est un secteur qui emploie presque 300 000 enseignants. C'est un secteur qui est très syndicalisé. C'est un secteur qui est très politisé. Depuis toujours, si vous prenez les grands partis politiques, ils puisent dans ce secteur-là. Donc quand vous avez des hommes et des femmes, vous avez des enjeux et vous avez des syndicats bien organisés, c'est ce qui fait que la réforme, des fois, a du mal à passer. On se rappelle le début du cadre en fait, du projet de statut, ce qui s'est passé. Donc, il faut avoir beaucoup de doigté et il faut être un fin politicien pour pouvoir gérer ces enjeux-là. Et donc, c'est ce qui fait que même, on s'éloigne du ministère, même le plus gros projet, le plus difficile, c'est le changement des hommes. En fait, quand on a une politique de conduite, même en entreprise, des fois une centaine de salariés, c'est difficile de changer. Prenons le cas, ce qui se passe aujourd'hui. Les écoles pionnières, vous entendez énormément de critiques parce que c'est souvent décidé en haut. Et des fois, c'est imposé, tout le monde doit marcher donc, dans ce sens. Et ça implique un changement. Moi, je prends que à l'échelle de ce que je gère, qui est donc des écoles privées, où le système de gouvernance permet plus de contrôle, permet plus de proximité, etc. Et quand vous prenez un enseignant, vous lui demandez d'aller au-delà, de faire son simple cours, de transmettre des connaissances, de passer à la compétence. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est qu'on arrive à maîtriser. Si vous prenez, moi je donne juste un exemple. Un élève qui passe dans l'école marocaine passe minimum 2 ans à étudier la langue française, qui était la première langue étrangère. Et à la fin, il ne la maîtrise pas. Et souvent, on a cet exemple moi, qui me choque, d'un gars qui, à l'occasion d'une immigration soit clandestine ou légale, qui était dans un douar analphabète, qui part dans n'importe quel pays, et au bout de 6-7 mois, il commence à parler la langue. Parce qu'on ne peut pas apprendre la langue sans une réelle immersion, sans un réel effort. Ça veut dire que pour avancer, il faut demander d'un professeur, supposons de français, de travailler avec ses collègues, je ne sais pas, d'histoire géo, à travailler sur des projets, à se mettre en commun pour travailler sur ses compétences. La même chose au niveau des mathématiques, etc. Vous ne pouvez pas faire apprendre parce que même quand on... Et là, je vais peut-être sauter sur certains points. Quand on prend les évaluations PISA, c'est pas que les Marocains ne sont pas bons. À la fin du bac, là, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au LIDEX ou même dans les classes prépa, ils sont bons en maths. Mais qu'est-ce qu'ils en font avec ces maths-là? Quand on prend même des écoles d'ingénieurs, et là, je vais même peut-être m'éloigner de l'école, mais aussi tout l'écosystème. Est-ce qu'on a un écosystème qui s'intéresse au sens? Est-ce que vous voulez dire que les Marocains ont une tête pleine, mais pas une tête bien faite? Pas bien faite, mais ils n'ont pas été mis en contexte de pouvoir utiliser ces compétences. Je donne un exemple très simple. Moi, par exemple, je donnerai une notion, peut-être ça va tous vous faire plonger en arrière, c'est une notion de mathématiques, la trigonométrie, le cosinus et le sinus, ça a traumatisé beaucoup de générations. Parce qu'on les a toujours étudiés de manière à les apprendre. C'est, je ne sais pas, c'est le côté droit, mais le diamètre, et c'était une formule qu'on a appris. Cette formule-là, moi, ce que je fais, par exemple, j'amène en sortie scolaire, les élèves avec un topographe. Sur le terrain, ça change tout. Parce que le topographe, l'un des outils qu'ils utilisent, c'est la trigonométrie. Et on peut étendre sur plein de choses. Mais plein revenons de quand même sur cette méthode Tarl que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'on peut dire, là, Amine est revenu un peu en arrière, on a cité plusieurs feuilles de route qui se sont succédées les unes après les autres. Est-ce qu'on peut dire que là, on tient quelque chose? Exactement. Parce que certaines réformes, certaines se sont... Par exemple, la plus célèbre, le plan d'urgence sur les moyens. Et on a vu qu'on n'avait même pas eu le temps de les dépenser. Les 43 milliards, etc. À la fin, on s'est retrouvé avec de l'argent qu'on avait de la difficulté à dépenser. À un moment, c'était l'éthique. Et c'était les conventions, les ordinateurs, les salles et qui ne marchaient pas. À chaque fois, on se trompait de cheval de bataille. Des fois, on se pensait que c'est le programme. Et moi, je pense que c'est une histoire d'hommes et surtout de façon d'enseigner. Aujourd'hui, les écoles pionnières, on a commencé à mettre la spécialité parce qu'il ne faut pas comprendre. Et ça aussi, même l'avantage, c'est aujourd'hui, on a des profs de spécialité. Vous ne pouvez pas ce qui se passait avant. Vous avez un seul enseignant, souvent soit de français ou d'arabe, qui enseigne les maths, qui peut enseigner les sciences, alors qu'il n'est pas outil pour. Quoique dans les missions étrangères, souvent, c'est ce qui se passe. Et pourtant, ça avance. Le primaire, vous avez le prof principal de français que vous faites tôt. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, on a cette spécialisation. Pour Tarl, c'est bien parce qu'on s'arrête au niveau des plus bas, mais ça retarde
ça retarde les meilleurs. Parce que l'école classique, parce que c'est industriel, elle est faite pour les moyens. Donc ça bloque à la fois les brillants, parce qu'ils s'ennuient et ça devient des élèves perturbateurs. Et souvent, des brillants ont quitté l'école parce qu'ils s'ennuyaient. Mais alors, c'est quoi la solution si Tarl ne fonctionne pas? Non, Tarl, c'est bien. Moi, ce qu'il faut apporter... Parce que le ministère a quand même révélé qu'il y a des chiffres encourageants. On y reviendra bien aussi. sûr, bien sûr. Il y a aussi un coup d'accélérateur. Les Tarl sont 2 fois plus nombreuses. Excellent. Les classes pionnières sont 2 fois plus nombreuses que l'an dernier. Votre regard sur la méthode Tarl? Alors, la méthode Tarl, aujourd'hui, la problématique principale, moi je pense en tant que critique, c'est qu'il retarde un peu ceux qui sont bons. Aujourd'hui, on a un super outil qui est l'intelligence artificielle et qui peut faire mieux que Tarl. Ça veut dire que le Tarl, c'est quoi? C'est de se mettre au niveau des apprentissages maîtrisés, aller sans brûler les étapes. Aujourd'hui, avec les outils que permettent l'intelligence artificielle, ça peut faire du sur-mesure. Ça peut faire du sur-mesure. Utilisé par les enseignants, exactement. Par les ça enseignants. peut faire. Voilà, aujourd'hui, on peut prendre des plateformes, mettre le curricula national et de faire des évaluations. Et ça existe, ces outils-là. Est-ce qu'on est prêt pour ça? À un moment où on est encore en train de galérer, entre guillemets, pour former les jeunes à l'ère du numérique et à inclure le numérique dans l'éducation. Vous nous parlez d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'a pas déjà 5-6 ans de retard? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'une bonne partie des enseignants utilisent notamment les chats GPT, les élèves aussi. Non, je sais bien, mais à l'échelle d'un pays, là, on parle de c'est là mettre le en challenge. œuvre Voilà, c'est là le le challenge, parce qu'aujourd'hui, la méthode, elle est bien, mais comme j'ai dit, dans le lot de ceux qui sont en bas pour pouvoir les niveler vers le haut, on perd certaines compétences, on perd du temps, parce qu'on met minimum 60 jours entre les évaluations diagnostiques, etc., les mises à niveau. Moi, je dis qu'à côté de ça, il faut commencer ce chantier. Et à chaque fois qu'on commence quelque chose, forcément, au début, c'est difficile, mais j'étais, par exemple, dans les assises nationales sur l'intelligence artificielle et j'avais modéré cette table ronde et il y avait des expériences et des études même qui étaient menées au niveau de l'UM6P parce qu'ils ont un mouvement IA. Ils ont révélé ces statistiques que les enseignants sont déjà initiés à la chose. Après cet outil-là, et même en termes de budget, c'est plus intéressant parce qu'aujourd'hui, ouvrir tant de classes, vous savez ce qui se passe avec la méthode Tarl. Il faudrait qu'on puisse avoir des enseignants qui puissent gérer plusieurs groupes en parallèle. C'est très compliqué en termes de salles, très compliqué en termes de professeurs et c'est très difficile de mettre même dans des écoles privées qui ont des budgets. Par contre, quand vous apportez ce complément qui permet justement de faire du sur-mesure, adapté. Après, bien sûr, il faudrait des outils pour être connecté. Et sur ça, je pense qu'on a déjà fait un pas d'avance. Il y a plein d'équipements, etc. Et je pense qu'il y a même une direction au niveau du ministère qui est faite pour ça. La connectivité, je le dis toujours, des fois on l'oublie. Vous savez, au niveau des opérateurs télécoms, les communes peuvent utiliser. Il y a une taxe complétose qui s'appelle service universel qui oblige les opérateurs à couvrir. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est à portée de main. Amine, une question. Ouais. Non, moi je voulais juste aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on va un peu plus vite que la musique parce que je pense que ce que vous proposez, enfin, ce qu'aujourd'hui la vision qu'on a est très 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 bien et très très bonne, je veux dire, mais je pense qu'on a des... Ce que le ministère propose. Oui, voilà, le ministère exactement. Mais je pense aujourd'hui qu'on a des priorités, à savoir éviter les déperditions, éviter l'abandon scolaire, le maillage. Ne plus faire en sorte que des gamins doivent se taper 15 km à piétonner. En fait, je pense qu'il y a des priorités qui sont beaucoup plus basiques que ces choses-là qui, pour moi, doivent arriver en second lieu. Aujourd'hui, on a commencé à travailler dessus. D'ailleurs, à travers justement cette feuille de route, même ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste de l'univers écolier à Naf El Maghreb, quel regard portez-vous sur les avancées et concrètement pour ceux qui nous écoutent, où c'est qu'on en est et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? En termes d'infrastructure, je pense que c'est bien lancé. Donc chaque année, il y a l'ouverture de nouvelles classes et même pour les écoles pionnières, on est en train de les généraliser. Après, en milieu rural, il y a des handicaps systémiques qui ne dépendent pas du ministère, qui impliquent d'autres départements. On le voit aujourd'hui, les premières pluies. Le travail en synergie, je suppose, aussi. J'imagine, parce que planification, il y a normalement la région qui doit faire ce travail-là, etc. Il y a aussi, encore une fois, cette possibilité de pouvoir utiliser justement la technologie pour connecter, parce qu'on l'a vu au niveau du Covid, on était capable quand même de tenir les gens à l'enseignement à distance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déperditions. C'est une bonne chose, vous pensez, à l'enseignement à distance Question de socialisation, les enfants. Non, mais quand on est obligé, par exemple, quand on est dans un douar éloigné, je préfère 1000 fois faire un enseignement à distance que de pousser un élève. Voilà. Justement, pour remédier à ça, je pense qu'il y a eu la mise en place des transports scolaires en zone rurale qui est souvent évoquée comme solution. Bien sûr, le transport scolaire, mais quand la route est coupée, le transport ne fonctionne pas. On le voit aujourd'hui dans les régions de Rachidia, Zagoura, etc. Donc moi je trouve que c'est
toutes ces combinaisons, le transport scolaire, les Dar Talibat, etc., qu'on est en train de faire justement pour implanter, l'ouverture justement des collèges pour éviter que les gens s'éloignent. Des fois, la déperdition, c'est aussi simple. À Darboisa, il y avait une école publique, il n'y avait pas de toilettes, où là, les toilettes sans porte, ne serait-ce que ça, à Darboisa, juste à côté. Oui, bien sûr. Ça est. Et il faut dire aussi, monsieur Nariba, qu'on revient de Nabira. Pardon, excusez-moi. Je savais que ça allait m'arriver. Ouais. Pardon, j'ai écorché votre nom de famille. On revient quand même de loin. On dit souvent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a un chiffre, moi, que j'ai découvert hier. 11% des jeunes Marocains étaient analphabètes en 2017. 1 sur 10. Oui, bien sûr, on revient de loin. Vous savez, moi je dirais même mieux. Moi je discute souvent avec des amis qui sont à l'étranger. On a un problème de perception aussi sur pas mal de secteurs. On pense qu'on n'est pas bon. Moi j'ai des élèves à Kartis Selmier, qui sont dans une finale mondiale de robotique, donc qui ont pu s'imposer. Une hirondelle ne fait pas de printemps. Prendre un exemple parmi des centaines de milliers. Mais on a plusieurs. Je ne sais pas si vous faites attention. Souvent quand il y a des compétitions à l'international, plein de disciplines, les Marocains se distinguent. Mais on a cette perception qu'on n'est pas bon. On a cette perception qu'on n'est pas bon. L'autoflagellation. Voilà, l'autoflagellation. Pas mal de secteurs. Mais quand vous parlez, faites ça avec des amis, ne serait-ce que le Canada, par exemple, quand qui ont immigré, ils ne sont pas très contents. Ils ne sont pas très contents de ce qui se passe là-bas en termes d'enseignement. Moi, je pense qu'il a raison de le dire, vous avez raison de le dire qu'on revient de loin et que les choses avancent. Il y a beaucoup de solutions, le transport, il y a Dar Talibat, des écoles, la restauration aussi. Il y a plein de choses qui se font, qui sont vraiment très positives. J'avais un regard très critique, souvent quand on est loin du secteur, quand tu rentres dedans, depuis que je suis à l'intérieur, ça fait 5-6 ans, je vois qu'il y a plein de choses. Il y a une bonne qualité d'enseignants, mais il manque à côté, il faut un projet. Donc ça, l'éducation, il faut un vrai projet et qu'on soit clair et unanime sur ce projet-là et une vision très claire au-delà de l'infra, au-delà de TAL, au-delà de l'excellence, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur. Et là, le débat est intéressant. Mais encore une fois, je pense que l'élément le plus difficile, c'est votre question de départ, c'est comment gérer les hommes. Parce que vous mettez les moyens, c'est facile, c'est des budgets, on peut les décrocher. Les enseignants, justement, qui sont au cœur de qui sont la colonne vertébrale. Voilà. Comment est-ce qu'on les motive? Où on en est au niveau de la feuille de route? Comment leur donner envie d'apprendre, d'enseigner? Moi, je pense que moi, je pense que sur ce volet, malheureusement, il a été toujours traité de part et d'autre sur des revendications salariales. Mais souvent, ils ont eu gain de cause. Je pense que s'il y a un corps qui a été augmenté à maintes reprises, etc., et je pense que c'est des salaires très corrects, c'est les enseignants. Et quand on compare les salaires du privé par rapport au public, le privé, des fois, touche moins que le public. Et la performance est meilleure. Donc, c'est une problème de gouvernance. Et c'est là où il y avait un enjeu. Et c'est très difficile parce que l'enjeu du projet de statut, c'était de permettre un peu de pouvoir de contrôle aux directeurs d'établissement. Aujourd'hui, c'est très difficile de contrôler, de gérer un enseignant. Il faudrait quand même que les gens prennent conscience que c'est une mission très importante parce que dans un projet de transformation, et je fais le parallèle avec ce que je fais dans mon quotidien et que ça donne un excellent résultat, il faut que les gens comprennent la noblesse de la mission. On en revient aux enseignants qu'on avait avant, etc., qui allaient au-delà de leur mission de tenir des élèves en classe, qui rentraient même des fois des problématiques familiales, qui cherchent à comprendre l'environnement de l'élève pour pouvoir le motiver, le capter, etc. Bon, on avait une autre société moins matérielle qu'aujourd'hui, moins de pression qu'aujourd'hui, etc. Et les gens peut-être avaient le temps ou avaient moins de stress. Mais je pense que c'est sur ce sujet-là qu'on est encore en retard. C'est de donner la noblesse à cette mission-là. Et parce que quand les gens comprennent, parce qu'il ne faut pas les mener. Quand on mène les gens, ils ne savent pas où aller. Il y en a qui vont suivre, d'autres qui vont le faire par contrainte, etc. Mais il faudrait que les gens comprennent la noblesse de cette mission. Et c'est vraiment pas difficile parce qu'on a l'impression que c'est une fatalité et qu'on ne peut pas réformer. Moi, je pense, et par l'exercice aussi, que quand on réussira cet aspect-là, quand on arrive à réussir. Mais pour réussir, il faut aussi revoir la gouvernance. Enseigner donc avec passion. Bien sûr. Et donner le sens à ce qu'on apprend. Exactement. Alors dans l'éducation, ce sont souvent les résultats, les chiffres qui comptent, mais chez Amine, c'est un peu différent. Jingle. Ok. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Tu sais, Salima, ceux qui aiment le sport en général et le foot en particulier, bien avant les réseaux sociaux, Instagram, les selfies, les likes et les mises en scène, tous s'accordent à dire que parmi les plus grands moments de joie et de communion collective qui ont forgé notre histoire commune, tous ensemble, il y a novembre 93, juin 97, novembre 2017 et Casablanca,
et Casablanca en 2021. À chacune de ces dates, en fait, le Maroc avait gagné le match qui allait le qualifier pour la Coupe du Monde de l'année suivante. Donc en 93, on avait battu la Zambie. En 97, le Ghana, j'étais au terrain. En 2017, la Côte d'Ivoire et 2011, donc le Congo. 4-1, vous vous en rappelez bien. À la fin de chaque match, c'était l'extase, une explosion de joie sans pareil dans les rues du pays. Des voitures qui klaxonnent et qui s'entrechoquent, des bisous à des inconnus. Et soudain, on était redevenu la meilleure équipe de foot qui allait tout déchirer. Bon, donc à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. 98 en France, 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Ça a toujours été comme ça et il n'y avait aucune raison que ça change, sauf que ça a bien changé. On l'a vu en fin de semaine dernière à Rabat en fait. On s'est qualifié pour notre 7e Coupe du Monde de l'histoire et la 3e d'affilée. Et là, rien. Pas d'effusion de joie, pas de débordement dans les rues, pas d'embrassade enflammée, rien. Bon, il y a bien eu un petit envahissement de terrain du stade de Rabat, mais c'était juste des gars qui avaient besoin de se dégourdir les jambes pour digérer un peu toute la bouffe qu'ils avaient déglinguée dans les salons VIP et pour faire des selfies aussi. Parce que tu sais bien, Salima, tu passes son temps à t'en faire. C'est très important les selfies à l'ère des réseaux sociaux. En vrai, c'est bien triste qu'on soit devenu blasé au point qu'une qualif à la Coupe du Monde ne remue plus grand-chose en nous. Alors certainement que l'effet 2022 est passé par là et qu'on se voit désormais plus beau, plus grand, plus glorieux qu'on n'a jamais été. Ou qu'en fait, on est juste blasé, je sais plus, et c'est bien dommage. D'ailleurs, le même week-end, il y a eu lieu la finale de l'US Open avec les deux nouveaux monstres du tennis mondial. Carlos Alcaraz, donc espagnol de 22 ans, Yannick Sinner, italien de 24 ans. On a eu 2h30 de pure folie tennistique avec un niveau probablement jamais atteint dans l'histoire de ce sport. Donc le numéro 1 mondial Alcaraz espagnol a terrassé son pote italien Sinner 3-7-1. Ils ont tous les deux frappé comme des mules dans des petites balles jaunes qui leur avaient rien demandé. Ils ont sorti des points de ouf et des gestes techniques de malade et ils m'ont épuisé rien qu'à le regarder. Assis sur mon canapé à la fin, ils ont pris un micro pour étaler leur bromance, dire à quel point ils aimaient passer du temps ensemble sur les cours et qu'ils se voyaient plus que leur propre famille. Bref, tout comme pour la qualification du mondial qu'on n'a quasiment pas fêté, cette performance en finale de l'US Open n'a pas emballé grand monde non plus. Pourtant c'était beau, intense, technique, du très haut niveau, mais en finale, ça n'atteindra jamais les rivalités de McEnroe-Lendl, Sampras Agassi ou bien plus près de nous le trio Federer-Nadal-Djoko. Parce que finalement ces gars avaient de la personnalité, de la folie, du bagou et qu'ils évoluaient tous en dehors des clous. Parce que c'est comme ça que les légendes en fait se sont faites, que des Maradona, des Jordan, des Borg et des Tiger Woods se sont créés et que des légendes, aujourd'hui, il n'y en a plus, ou du moins plus assez en tout cas. Sauf si bien sûr on gagne la CAN en décembre prochain. Là je pense que les légendes vont renaître, mais pour l'instant force est de constater qu'on n'a plus de légendes aujourd'hui. Voilà. Monsieur Nabir. J'ose plus lui dire. Salahdine, ça marchera très bien aussi. Salahdine, merci. Qu'est-ce qui compte le plus selon vous? Les résultats ou quelque chose qui marque les esprits dans le sport? Dans le sport, bien sûr, il faudrait des résultats parce qu'en termes de palmarès, ça reste très, très, très pauvre. Et donc, après l'exigence justement marocaine, c'est que quand on a le résultat, c'est ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui, des matchs, on est à un match du record, je pense, de sélection, voilà. Et on n'est pas très content, voilà. Donc, pas content, c'est qu'on limite au sang. En fait, ma prénom, c'est Canabro, je pense. Exactement, on est blasé. Et là, je fais un petit parallèle parce que ce qui a changé avec notre premier sujet, c'est qu'on a installé une culture de la gagne chez les équipes, toutes les catégories, etc. Et que dans le foot, il y a un projet. C'est clair. Donc, il y a l'infra, on voit, il y a l'investissement des organisations internationales, CAN, FIFA, etc. Il y a l'élément de local, formation, etc. Et on a compris que le foot peut être aussi un levier de diplomatie politique, peut être aussi une source de revenus, de transformation, etc. Et ça tient le cap aujourd'hui. J'aimerais revenir justement à l'éducation. Tout à l'heure, vous avez parlé des enseignants et que pour les motiver, il y avait des questions salariales à laquelle on avait répondu. Je sais qu'il y a un certain nombre d'années, fin 2009-2010, on avait travaillé sur la question justement d'éducation et j'avais rencontré plein d'enseignants qui, eux, ne mettaient pas l'argent en premier comme principale source de motivation, mais les conditions de travail, notamment les sécurités dans les écoles publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a résolu ce problème ? C'est un problème plus large que l'école parce que la sécurité c'est aussi dans la rue, c'est aussi une histoire d'éducation dans la famille, mais dans les écoles. Étudiants qui se font agresser par voilà, je pense qu'il y a aussi un phénomène de médiation, de réseaux sociaux qui mettent en avant. Non, ça c'était en 2010, il n'y avait pas encore quasiment pas de réseaux sociaux quand on donc la sécurité c'est vrai aussi parce que quand on a affaire à des ados, mais j'ai envie de te répondre, par une fois j'étais dans une école supérieure où je donnais des cours, on nous a arrêtés pour une réunion pour parler des élèves qui sont en retard, mal disciplinés, etc. Et c'était une enseignante qui avait pris le sujet à bras le corps.
Et moi, j'avais posé une question très simple. Là, ces mêmes jeunes qu'on incrimine aujourd'hui, quand il y a un match du Barça, ils sont 3 heures assis gentiment dans le café à attendre. C'est aussi une histoire de spectacle. Il faut que le cours soit... moi, j'ai enseigné, je pense, Amine, tu l'as fait aussi, quand on est bon, quand on prépare son cours, quand on est encore une fois... il vient, il est discipliné. Moi, j'ai eu affaire des élèves qui se taillaient les bras, etc. Mais quand tu les traites avec respect, ils te respectent, ils te rendent le respect, même pour l'arrêt, vous savez. Après, il y a des profs aussi provocateurs. On en a connu, on en a eu. C'est pour ça que je reviens à cette notion de mission. Il faut que le prof comprenne aujourd'hui qu'il a face à une jeunesse qui a mal, à une jeunesse qui vit dans des conditions. Les taux de divorce sont très élevés au Maroc, etc. C'est souvent des enfants qui sont à charge par des femmes et les papas les ont abandonnés, tension financière. Alors pour enseigner, voilà, l'impact pour enseigner avec passion, pour bien enseigner, on l'a dit tout à l'heure, les enseignants sont au cœur de cette réussite scolaire. Quels sont les principaux leviers selon vous pour améliorer justement leurs conditions de travail concrètement ? Il faudrait qu'on ait la notion de projet d'établissement très très présente, et je préfère parler par l'exemple concret. Donc moi par exemple, j'avais repris des écoles il y a 4-5 ans, et on avait des professeurs de certaines matières qu'on considérait secondaires, les arts plastiques, le théâtre, la robotique et l'informatique. Or pour moi c'était les matières les plus importantes parce qu'ils permettent de concrétiser tout le reste. Alors, dans un cours de théâtre, on peut mettre en valeur tout ce qu'on a appris dans les langues, etc., dans la littérature. Dans un cours de robotique, il n'y a pas de petite matière. Voilà. Et quand on a mis un projet, et quand on a donné et que les gens peuvent réaliser des choses concrètes, parce qu'on a besoin, vous savez, la notion, quand j'ai parlé de projet, la notion de concrétisation des savoirs, c'est ce que, pour moi, ce qui manque aujourd'hui dans l'école, introduire la culture, parce que la culture est très importante, ça permet de valoriser tous les aspects communicationnels, l'ouverture d'esprit, introduire la technologie, mais dans le sens réalisation, parce qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup de techno, mais on produit rien. Nos écoles d'ingénieurs ne sortent pas de brevets parce qu'on n'apprend pas. Or, aujourd'hui, avec la robotique, permet de faire plein de choses. Moi rien que l'année dernière, en 3 mois, j'ai dit aux élèves, on va construire un drone. Au début, ils n'y croyaient même pas. Et on a pu le faire. Et on a invité de grandes célébrités, des pans de l'économie nationale, qui ont pu constater de visu. Et c'était quelque chose qui a donné raison. Vous savez aujourd'hui ce qu'ils veulent faire. Et on va le faire. Ils vont construire une voiture. Donc les gens ont besoin de... Et on avait commencé par un bras robotisé. Et je parle de région, pas le centre Casa, dans la périphérie, etc. Moi, je me rappelle des jeunes, on a fait un bras robotisé. Alors moi, je parle de votre regard d'expert en éducation sur la condition de travail, sur les conditions de travail des enseignants actuellement. Donc la feuille de route, elle promettait un nouveau statut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour motiver les enseignants ? Je parle des enseignants. Introduire le projet d'établissement, faire une compétition, une compétition sur ces aspects-là, la culture, l'entrepreneuriat et la technologie, parce qu'est-ce qu'il nous faut, l'output final, qu'est-ce qu'on attend d'un élève à la sortie de fin de parcours. Je parle des conditions de travail. Oui, je crois qu'on n'a pas compris. On s'est pas compris. Non, mais les conditions de travail, vous savez, il ne faut pas faire en sorte que l'enseignant soit différent des autres. Tous les Marocains, dans toutes les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des bureaux, du matériel et un espace physique, même ici, ailleurs. Et c'est à nous de pouvoir de créer quelque chose par rapport à ça. Donc je pense que l'école, aujourd'hui, comme partout dans le monde, ils ont des classes, ils ont un salaire qui virait à temps, il faut le dire. Ce que n'ont pas peut-être certaines écoles privées, certaines entreprises, c'est quand même une garantie qu'ils ont par rapport à l'État. Ils ont des vacances, plein de vacances, etc. Chaque 6 semaines, ils ont des vacances d'une semaine, ils ont des vacances d'été, donc ils ont un statut assez intéressant et des conditions. Après, aujourd'hui, on est en train de généraliser le matériel, etc. Je pense que c'est pas ce qui manque aujourd'hui au Maroc. On le voit pour la Coupe du Monde, on voit pour les stades, on arrive à générer des ressources pour pouvoir équiper. Maintenant, la balle est dans leur camp, qu'ils arrêtent de se plaindre et qu'ils essaient de prendre la mission importante qui est la leur et qu'ils commencent à faire vivre l'école. Alors pour vivre l'école, c'est là où je reviens. Il faut qu'on ait, chaque école, chaque doit présenter un projet. Chaque année, on doit au niveau du ministère, qu'on arrête une thématique et on mette à compétition ces écoles-là et qu'on évalue autre que sur de la présence et sur des résultats, sur ces réalisations-là, et qu'on puisse aussi indexer la performance et l'évolution par rapport à cet output qui permet de valoriser 2 choses importantes. La création de valeur, il faut qu'on comprenne qu'un élève est là pour créer de la valeur. Et c'est très simple, vous savez. Je donne un exemple, encore une fois, ce n'est pas une histoire de moyens. Moi, je peux confirmer que ce n'est pas une histoire de moyens. Je ne sais pas si vous avez suivi les assises qu'avait menées justement Bensouda quand il avait sur l'éducation. Parmi les écoles citées, c'était une école d'Etbogmes. Et qu'au départ, c'était une Allemande qui s'est retrouvée sans école et qui a transformé une chambre en école et 2 chambres en chambre. Sans moyens, c'est devenu l'école de référence parce qu'il y avait la dame. Bon. Elle est allemande. Pour vous, c'est une question d'humain. Il faut changer ça. Voilà, il faut changer ça. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, tous les entraîneurs, parce qu'ils ont vu Walid, tous les entraîneurs croient et ils pensent gagner. Je suis désolé, mais moi je suis entièrement d'accord avec lui parce que c'est un discours qu'on entend très rarement.
Je pense qu'à un certain moment, c'était plus facile. C'était ma question par rapport aux conditions de travail. Parce que c'était plus facile, je pense, aujourd'hui, d'acter la faillite d'un système scolaire en parlant des conditions, des moyens. Parce que c'est ce qui est de plus facile, in fine. C'est ce qui est de plus facile à relever. Ah, j'ai manqué d'ordinateur, là, je manque de feuilles, là, et je manque de ceci. Mais derrière, une fois que tu as mis toutes ces conditions à la disposition des gens qui enseignent, tu n'as plus derrière quoi te cacher, en fait. Et c'est là où il dit. Non, mais attention, là, vous en parlez comme si à un et- moment le statut des enseignants était rêvé, géré 30 Non, mais c'est ou pas le pire. 35. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas le c'est pire. pas le pire, mais C'est pas d'accord. le pire. Mais, Non, pardon, il faut je quand même reformule. donner- Je il faut reformule. quand même- C'est très loin d'être le pire. Oui, mais C'est très loin. Voilà, mais très loin. on se compare pas. On a tous dans notre. Moi, en tout cas, moi, j'assume Quand ce tu as que un je dis. petit salaire que tu dois gérer C'est pas- 35 gamins, c'est pas vrai, c'est c'était pas le vrai. cas à un moment, C'est- c'était le oui, cas c'était pendant le des cas années. longtemps. Ça a changé. Ça a Ça- changé, ça a c'est beaucoup tout changé. l'objet de la Ça- feuille de route. Ça a on est- changé. Ça a beaucoup changé. Ça a changé. Mais est-ce que les mindsets ont changé? C'est Et pas pour forcément aller dans évident. le sens de ce que vient de dire Amine, ces dernières années, souvent les Marocains et Marocaines, c'est des enseignants, et souvent dans la montagne, qui sont nominés dans les compétitions de meilleurs enseignants. Oui. Souvent dans la campagne, dans la montagne, dans l'adversité. C'est une la question de plus totale. détermination, Mais c'est bien ce que sûr, vous nous moi, dites. moi c'est ce que vous imaginez une école très simple. Vous pouvez la mettre là où vous voulez. Vous pouvez la mettre là où vous voulez, plein fond de la montagne. Et dans cet établissement-là, on se met d'accord tous avec les enseignants, le directeur, et on se dit cette année-là, on aura un projet de faire quelque chose. Une pompe à l'énergie solaire. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, moi, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est, vous savez, le bac, les performances au bac, moi, j'ai eu l'année dernière 100% de mention. C'est devenu facile. C'est devenu facile d'avoir des résultats de la bac. Quand on a l'encadrement nécessaire, etc., bon, il faut faire part. Et d'ailleurs, on arrive à avoir des taux de 76%, 80% près. Ok, est-ce que c'est ça le résultat attendu? Mais quand vous sortez de ça, pour moi, c'est dépassé. Aujourd'hui, il faut que dans une école, par exemple, moi, dans mes établissements, quoi le projet? On a 3 projets. Premier projet, c'est de construire la voiture. Et c'est très simple, on a un supermarché avec la technologie, vous rentrez sur n'importe quel tutoriel YouTube et vous pouvez faire ce que vous voulez. Même néophyte sur la chose, vous suivez les instructions, les composants sont là, il faut juste... Et quand vous comprenez, par exemple l'année dernière, on avait osé de construire le drone. Ils ont travaillé. Vous savez, à côté, on a des projets qu'on n'a même pas suivis. Parce que quand ils ont compris la logique, que finalement, quand on a la vision, ce qu'on veut, il y a les composants, on comprend à quoi ça sert, et des élèves peuvent te surprendre. Et on avait des élèves qui avaient construit des lunettes de vigilance anti-sommet. Est-ce que vous savez le nombre d'exemples que vous nous avez cités au cours de cette émission? Mais c'est vrai, oui, mais c'est des exemples concrets. Je préfère parler par ça. Je préfère parler par ça. Pourquoi? Parce que les gens Toi ont qui voulais l'impression... sortir de la feuille de route. Voilà. Non, pas Je suis sortir. servie. Mais Amine a mis le point parce que Oui, c'est oui. facile. Tout le reste est facile. Vous savez, acheter des matériels, donner des salaires, c'est facile, mais ça ne réglera jamais le problème. Ça J'ai- ne réglera Le jamais message, le fin le fond message d'un est jamais passé, vous problème. partagez le même avis, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus et que les choses sont en train de changer. Mais avant d'aller plus loin avec vous, Salahdine, on va aller du côté de chez Safia. Jingle. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. J'ai décidé de regarder Love is Blind version française parce que leur voyage prénuptial se déroule à Tanger. Ça change parce que d'habitude c'est Marrakech qui est l'élu. Dans le monde de la télé-réalité française, la ville ocre est leur succursale. Aujourd'hui même les anglophones s'y mettent. La célèbre télé-réalité américaine Special Forces World's Toughest Test, en gros plein de caméras et plein de célébrités bien galbées, s'affrontent pour savoir s'ils peuvent survivre à des exercices des forces spéciales, installe ses caméras à Marrakech. Idem pour SAS Australia Who Dares Win, un programme télévisé très suivi en Australie et au Royaume-Uni qui fait à peu près la même chose. Bref, à cause de vous, j'ai regardé L'amour est aveugle. Si vous ne connaissez pas le concept, il n'y a À pas... cause de nous, c'est toi Oui. qui as choisi cette chronique. Oui, non, j'avais proposé autre chose, vous m'avez dit non. Il fallait que je trouve quelque chose. Donc j'ai regardé ce concept. Il n'y a pas plus basique. Des hommes et des femmes se parlent sans se voir. Et s'ils s'apprécient, se fiancent pour enfin se découvrir physiquement. Ils vont voyager à Tanger, vont habiter ensemble et ensuite se marier s'il y a affinité. Finalement, une variante au mariage arrangé, sauf qu'ici, tu as le droit de dire non devant l'hôtel. Une nuance qui a quand même son importance. J'ai vu les 20 minutes du premier épisode. C'était dur. Sous couvert d'expérimentation sociale, Love is Blind, c'est avant tout un divertissement calibré où l'émotion sert le spectacle. Et on en parle du casting. La plupart des participants sont jeunes, beaux et minces. L'amour est aveugle, oui, si on ne dépasse pas les 36. Et la première phrase d'une candidate dans les premières minutes de l'émission, mon Dieu, je cite « On a toutes plus de 30 ans, on est là pour se marier et avoir des enfants. »
Il ne manquait plus que le tic-tac en fond sonore pour illustrer le temps qui s'écoule de l'horloge biologique. Et pourquoi horloge biologique? Comme si on avait une bombe à retardement dans notre utérus qui va exploser à 40 ans si on n'a pas d'enfant. Un concept encore inventé par les hommes. Et bien sûr, j'ai cherché à savoir lequel de ces mâles a sorti cette phrase. Eh bien, ce n'est même pas un scientifique, mais un journaliste pour le Washington Post dans un article du 16 mars 1978. Un concept qui apparaît comme une fleur au moment où les femmes commencent à travailler, à contrôler leur fertilité, à être indépendantes et atteindre des postes à responsabilité. Et là, on lui dit « Mais non, ma petite dame, trouve-toi un homme avant que tu périmes. Et n'importe quel mec, le plus important, c'est d'avoir des enfants, peu importe le père. » Les hommes ont eux aussi une horloge biologique. Et oui, messieurs, même si Al Pacino est un enfant à 83 piges, c'est rare et les années impactent aussi sur le système reproducteur masculin. Bref, je dérape, mais je me contrôle. Alors revenons à L'amour est aveugle. Enfin, l'horloge biologique nous rend aveugles. Et j'ai sauté direct au 4e épisode juste pour voir l'hôtel à Tanger. J'avoue, ça donne envie de prendre Borak direction le nord et de profiter de ce cadre paradisiaque. Mais plus je regardais cette émission, plus je me disais que l'amour est devenu une marque à devoir mettre en avant sur les paysages marocains, devenus des filtres, nos cultures, des arrière-plans pour nos relations streamées sur les réseaux sociaux. Que ce soit l'amour ou le Maroc, on gagnerait tous à regarder un peu plus loin que ce qu'on nous montre à l'écran. Et t'es dit rien dans tout ça? Oui, C'est il présent, présente. Ah bah, Il présente pas dit. l'émission. Non, ça c'est pas la fin du monde que ce soit Ok. Teddy Riner qui présente l'émission. Ah ouais, Teddy Et Riner sa est femme. devenu présentateur d'émission. Avec sa L'essentiel- femme. Oui, avec son épouse. On parle quand même L'essentiel du quintuple champion Non, mais du quand monde. il a- ouais. Ce qui est très Champion drôle, du c'est monde. quand présentateur il de arrive- télé-réalité, oui. Quand il arrive, il dit bonjour à tout le monde. Tout le monde le regarde de haut tellement il est grand, ça monte. Bon, on retiendra que une partie de l'émission est tournée à Tanger et c'est tant Et que mieux ça a pas pour aimé. nous. Pardon Ah, Love qu'il is a pas Blind. Ah, pff, c'est long. Bah, c'est long. on ira tout à l'heure. On va savoir si Love is Blind chez tout le monde, Bah c'est oui, l'amour est aveugle chez tout le monde avec chez Rimel. elle, chez elle. Oui, il est l'amour aveugle. Le fake amour est presque aveugle. aveugle. Le fake amour Le est fake aveugle. Elle amour nous est expliquera pourquoi. On garde le suspense. Et ça peut vous aider à faire en sorte que votre femme ou votre mari reste fidèle. Et vous pourquoi on verrez. ferait pas Love is Blind version éducation pour trouver le bon professeur? Ce serait pas mal, n'empêche. Bonne idée. Hein, concept, on se cache, on apprend à se découvrir Ouais, sans le voir le physique et après on Vous devient son regardez, prof. vous, la si elle finit télé-réalité pas. Bête, ça. Tu Euh, prends pas des du profs, tout. des Je élèves reste qui ne la se télé, voient pas. moi. en fait. Exactement. Et Non. voir si Là, l'interaction marche en fait. On Ouais, vous a exactement. perdu. C'est une très On bonne revient à nos moutons. C'est un bon s'il petit vous concept plaît. télé, on pourrait travailler Voilà. dessus, Très bien. Ok. Un nouveau projet. par exemple. On revient à nos moutons. Et où est ma question? Ah oui, la feuille de route 2022-2026. Il nous reste exactement, on est au mois de septembre, 1 an et 5 mois si je sais compter. Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs selon vous? Est-ce qu'ils seront atteints ces objectifs promis par le gouvernement? Vous savez, dans tous les stratégies, je suis enseignant de stratégie, donc toutes les stratégies, on fixe un cap pour atteindre peut-être une partie du... Voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas rater le cap. Après, réaliser 100% des objectifs, C'est pas l'essentiel. c'est pas Si l'essentiel. on atteint voilà. déjà 80-90% des Voilà. objectifs, Moi, on je est déjà pense pas mal. qu'aujourd'hui, on tient une bonne piste. On tient une bonne piste qu'il faudrait compléter par des aspects qui sont liés à l'humain. Donc, ne pas non plus, parce qu'on a fait la réforme, on a le point clé de la réforme, les écoles pionnières ne sont pas la réforme. Et ils ne régleront pas le problème parce que, comme a dit Amine, ça va mettre les moyens, ça va améliorer les statistiques, parce que justement, avec TARL, avec la spécialisation, nos élèves se comportent mieux, d'ailleurs les évaluations le prouvent. D'accord. Après, on peut avancer les statistiques PISA parce que aussi c'est des statistiques. Vous savez, les statistiques, ça donne rien du tout. Vous pouvez être la meilleure école du monde, mais encore faut-il l'écosystème. Ça, c'est un point que je voulais en parler aujourd'hui, qui est très important. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on disait avant? C'est que l'école doit former pour l'économie. Moi, je trouve que c'est faux et c'est un des éléments basiques qui ont peut-être été à la base de tous les échecs de ces réformes parce qu'on corrélait l'école avec l'école ne forme pas pour l'économie parce qu'il y a un décalage tout simple. Et encore plus aujourd'hui avec l'IA. Vous ne pouvez pas décider aujourd'hui, un élève qui rentre dans la classe de maternelle à 3 ans, ce qu'il va faire dans 20 ans. Forcément, le décalage fait que quelles que soient les études prospectives que vous avez faites, ils vont être dépassés. Par contre, là où c'est vraiment problématique, c'est que l'écosystème n'est pas prêt à notre ambition. Aujourd'hui, je vais m'éloigner de l'école. Prenons le cas, aujourd'hui on est entre journalistes, etc. Alhamdoulilah, on a plein d'écoles de journalistes qui forment énormément. Est-ce qu'on a les médias pour absorber tout ce flot de journalistes? Est-ce qu'on a les médias qui permettent à ces journalistes de créer? On a vu, les télés, ça n'a pas trop avancé, on s'est arrêté à 3, et même les entreprises privées ont été obligées de rentrer dans le pôle public. Les radios privées, vous connaissez l'histoire, et finalement, les écoles poussent, plein de journalistes, et qu'est-ce qu'ils trouvent comme moyens? Est-ce qu'ils trouvent les moyens, les conditions pour devenir? Ils deviennent célèbres, ils deviennent illustres quand ils partent ailleurs et qu'ils ont la chance d'être dans des chaînes de golf ou dans des chaînes européennes. Et une bonne partie de ces gens qu'on a bien formés dans de bonnes écoles se retrouvent comme alternative d'aller prendre un micro avec un téléphone en tenue de sport dans des médias qui ne les payent même pas. Donc la faute à qui? À l'école ou à l'écosystème? Aujourd'hui, vous formez ces élèves. Moi, j'ai peur pour les élèves qu'on forme avec cet état d'esprit et qui sont créatifs, qui sont prêts à la valeur.
Je prends l'entreprise. Moi, j'ai fait de grandes entreprises multinationales et nationales. Nos entreprises n'acceptent pas la différence, n'acceptent pas la créativité et n'acceptent pas encore moins la jeunesse. Vous devez rester là, attendre votre tour, etc. Il n'y a pas de créativité qui se passe. Et quand on veut amener quelque chose, on achète un concept de l'étranger, on se rappelle des expériences, ou on ramène des experts qu'on paie 1 000 €. Donc, il faudrait voir de ce côté-là. Ça veut dire que c'est bien de former et ça se passe. Et je suis dans l'écosystème, beaucoup d'écoles commencent à travailler, beaucoup de compétitions, beaucoup de rivalités, beaucoup de choses qui sont faciles. Mais après, il faut penser à l'après. Ben, vous sortez ces esprits bien faits, capables de créer, ils vont être hauts. Quelles sont les entreprises capables de leur permettre et de permettre qu'on arrive à ce qui est important, c'est de sortir des brevets, de sortir des créations. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On forme plus? Non, enfin, mais il faudrait élargir le scope, ne pas tout mettre sur l'école. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il faudrait avoir une vision plus globale. Ne pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde incrimine l'école ne forme pas. Faire en sorte de leur trouver du travail quand on après, amène un industriel, et que l'offre c'est soit facile de dire oh, je trouve pas les ressources. Non, mais il faut qu'on arrête aussi. Vous trouvez pas les ressources parce que vous voulez un moule et forcer les gens à rentrer dedans. Ce moule-là n'est pas adapté. Moi, quand j'entends, par exemple, quand je suis arrivé... Aujourd'hui, c'est Nabira, c'est compliqué de se dire que c'est l'entreprise ou que c'est le tissu économique qui doit s'adapter à l'école. Non, je pense que c'est le contraire. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un effort à faire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il le dit lui-même. Tu vas pas lui faire dire ce qu'il a pas dit. L'idée, laisser penser que l'école ne doit pas s'adapter au marché de l'emploi. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que je dis très simple. Aujourd'hui, l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas de former à des métiers. Qu'on soit tous d'accord. Il doit former un esprit capable d'être critique, de comprendre, d'être créatif, d'analyser la complexité, d'apporter des solutions. C'est aussi simple que ça. Après, on change de métier. Moi, j'ai changé de métier pas mal de fois dans ma vie. Et toutes les études montrent que par rapport à nos parents qui restaient... moi, j'ai fait plein de choses avant d'être aujourd'hui dans ce que je fais. Et heureusement, parce que j'ai fait tous les univers d'éducation. J'étais dans la formation supérieure, dans le professionnel, en entreprise. Et ce qui fait que j'ai cette vision pragmatique de la chose. Ça veut dire que quand je vois un élève, moi, je vois ce qu'il doit me donner après. Et donc, forcément, que ça se passe comme ça. Et pour les prochaines générations, ce sera probablement encore plus. Voilà. Encore plus, donc, vous les formez à ça. Après, si vous avez un esprit critique, il est libre. S'il n'y a pas l'écosystème qui permet cette liberté, vous ne pouvez pas lui dire soyez critique ou après. Et on le voit avec ces générations, parce que l'un des problèmes fait l'école de la violence. Parce que les enfants d'aujourd'hui ont été élevés dans des familles plus ouvertes qui leur donnent le temps à la parole, etc. Quand il arrive à l'école, ils doivent croiser les bras pendant 1 heure. Vous ne pouvez pas le former à ça. Qu'est-ce que ça crée tension au niveau de l'école? Il faudrait que cet enseignant comprend que cet élève-là, même à 7 ans, à 8 ans, en avant, alors il a une pensée, il a une personnalité qu'il faut qu'il le comprenne, qu'il faut qu'il lui donne le temps à la parole. Quand vous avez des enseignants qui sont comme ça marche et ça se passe très bien. Quand vous avez des gens rigides, ça crée des accidents. Et quand on voit même au niveau des cas les plus célèbres de violence dans l'école, parce que c'était une incompréhension qui a poussé les gens à bout, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce que je suis en train de dire, voilà. Donc l'école doit commencer ce chantier-là, à former à ces esprits-là, et à s'éloigner, parce que la compétence même aujourd'hui, il va être dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'avocat, est-ce qu'il est obligé de comprendre le code et d'apprendre comme on faisait avant? Aujourd'hui, il y a tout ici. Donc il faudrait être capable justement d'interpréter, etc. et de pouvoir, les meilleurs avocats, ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui sont les plus brillants, c'est ceux qui arrivent à avoir de bonnes relations au niveau qui connaissent les juges. Voilà, pour le dire. Voilà, ils viennent de le dire. Donc, est-ce qu'on forme à l'école des avocats ou la DAR? Voilà, il faut avoir cet aspect comportement de tenir bonne relation avec DAR et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être honnête par rapport à cette réforme-là, de ne pas tout faire supporter au niveau du ministère de l'Éducation, parce que tout le monde tapait dessus. À un moment, dire voilà, il y a un travail qui se fait, mais il faudrait aussi que les enseignants qui sont le maillon essentiel, et c'est eux qui sont dans le laboratoire. On parle d'un problème générationnel plus qu'autre chose, entre les enseignants qui sont donc d'une autre génération et les jeunes. J'ai plus l'impression que c'est intergénérationnel. Non, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent aujourd'hui à 24, 25 ans, très très jeunes, et même la tenue vestimentaire de l'enseignant a changé. Donc là, on est en train d'intégrer la notion des soft skills aux jeunes, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence des situations. Mais ce que j'aime pas, c'est quand on galvaude des choses sans les mettre dans le concret. Moi, j'ai envie, quand je parle de projet, j'ai envie que tout ça ait une vie réelle dans l'école. Et qu'on gère cet aspect-là de vie réelle, qu'on a une saison, on démarre projet X, l'école va travailler sur ça. Il y a des choses qu'on fait à l'école écologique, etc. Mais je donne encore un exemple. Vous savez, pour apprendre à un enfant, le rôle pourquoi il étudie.
pour donner un sens à l'éducation. Il y a une expérience très simple quand même. C'est quoi, J'aimerais bien savoir pourquoi. un petit potage. Qu'est-ce Voilà. que vous disiez vos Alors, enfants, voilà. vos parents, pardon, Ah, ah. pour étudier quand vous étiez, Non, moi, quand vous étiez gamin. moi, je suis d'une autre génération où tu Non, partais mais à c'est l'école. intéressant. Il n'y avait pas le choix. C'est- Il n'y avait pas le choix. Tu Tu partais, travailles, tu dois tu être te le tais. meilleur de l'école, etc. Et personne ne t'aide à la maison. Et toi, tu te Rimel, c'était le débrouilles. cas Pas du tout. Et moi, j'avais la malchance d'avoir un nom de famille qui est Nabira. Donc, d'emblée, tu as le Elle sait prof pas elle sait pas ce que ça Ah, veut est-ce dire. que c'est Oh en là arabe là, mais tais-toi. Vas-y, alors, Et toi, Rimel, Vas-y, alors vas-y. Je n'ai pas Vas-y, envie. Salima. Je n'ai pas envie. Ah, c'est une colère. Sur votre sujet, Dis-nous ce que veut dire Je son nom de famille. t'expliquerai juste après. Ouais. Non, mais non, on veut savoir. Rimel, tes Bah, parents, c'était- que te disaient tes parents? Bah non, c'était l'école, génération c'était plus cool, là. une obligation. Non, c'était quand même une obligation. Et toi, Amine, tu te faisais taper sur les doigts? Non, du tout. Moi, j'étais un élève brillant comme je le suis aujourd'hui encore. Non, en fait, honnêtement, non. Moi, c'est de la génération de Salah. Donc, tu vas à l'école, il faut que tu fasses au mieux. Après, très honnêtement, je les ai pas beaucoup eu sur le dos non plus, les parents. Ouais, et on t'a laissé tranquille. Ah, on te laisse tranquille. Bon. Alors, donc, vous disiez Alors, par exemple. Son nom de famille, sinon Nariba. Monsieur Nabia. Voilà. Et ça veut dire quoi en arabe, Nabila? Mais je sais pas. Ah, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Une fois que tu l'as. non, dites-moi. C'est Ah, quoi, vas-y, Nabila? vas-y. C'est quelqu'un qui a la science infuse, en fait. Littéralement? Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Alors, C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à le dire. non, Voilà. alors, une expérience très simple. On l'a fait, toutes les écoles, un bout de terrain. Un bout de terrain. Vous pouvez, avec ce bout de terrain, faire un petit potager, faire travailler l'enseignant du science pour comprendre le sol, l'analyse, faire des expériences et permettre à un élève de mettre 100 dirhams de semences. Et à la fin, il a une récolte. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin de la récolte? C'est que le rôle de l'école et de l'éducation, de faire en sorte que ces 100 dirhams deviennent 300, 400 ou 500 dirhams. C'est ça le rôle. Est-ce qu'on s'arrête là? On a des carottes, et on part voir le pharmacien juste en face. Et on voit les compotes de carottes, combien ça vaut? Les 300 deviennent peut-être la même quantité, 3 ou 4 000 dirhams, à cause de d'autres savoirs, du marketing, etc. Et l'élève comprend. D'emblée, c'est pour ça qu'il doit étudier. C'est d'être capable. Et on ne doit pas avoir ce problème-là. C'est de créer de la valeur et de l'argent. C'est pour ça qu'on étudie tous, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, soit quoi que ce soit. Il faut qu'on ait ce lien. On n'étudie pas pour avoir 20 à l'école. Parce qu'on en a vu des gens qui ont eu des 20 et qui n'ont pas réussi. Parce que, et même ce 20-là, il ne l'a jamais fait pour lui, pour ses parents, parce qu'il doit justement répondre à cette exigence. C'est ce travail qui doit se vivre à l'école pour que les gens comprennent. Pourquoi on apprend les langues? Parce que pour s'exprimer, pour qu'il y ait de la culture. Je me rappelle on faisait de l'écrit. Aujourd'hui, les gens, toutes les écoles, heureusement privées, s'y mettent et c'est intéressant. On des studios, ils mettent des podcasts, poussent les élèves à travailler et ça permet à l'enfant de comprendre pourquoi il étudie et inviter les gens. Qu'est-ce qui empêche une école publique d'inviter des auteurs, des sorties de livres? Les gens sont généreux. Moi, une fois, j'ai croisé quelqu'un, c'est un Marocain qui est le VP Monde de Oracle, la R&D. Et on l'a invité, il est venu. Les gens pensent que c'est vraiment pas une question de volonté. voilà, et, c'est pour ça que je reviens une à ce rôle, succession de petits ce rôle détails. de l'école, du directeur, de sa responsabilité au-delà de la présence. Vous en appelez à la responsabilité de chacun. Chacun Bien à sûr, son échelle. bien sûr, C'est clair. même ici. J'ai une question à vous poser J'ai une question à vous poser. Ah bah voilà, je vais vous cuisiner maintenant. Vous Marhaba. avez été méchant avec moi. Marhaba. Non, pas du tout. Je plaisante. Quels sont, alors je passe du coq à l'âne. Quels sont ma question. Quels sont vos critères pour choisir, selon vous, la femme de votre vie? Peut-être qu'on passe du coq à l'ogre. Vu ce qui Moi, je l'ai arrive. choisi, C'est quoi les critères, j'ai selon choisi il y a 23 ans. Donc, Non, mais c'était quoi les critères? moi, les critères. Qu'elle voulait bien. Consentement. Ah, Le consentement, c'est bon. Qu'elle voulait. Il l'a vu avant, lui, par contre. Il n'a pas fait Love is Blind. Mais laissez-le répondre. Alors, Quels sont, selon vous, les critères les plus importants pour choisir la femme de sa vie? Son Ou enseignant, t'es l'homme de passionné. sa vie, hein, pour les auditeurs, je vous pose la question. Alors, c'est quoi les critères? C'est Tu une t'en bonne rappelles question. Amir La guerre. Ah, moi, c'était le consentement. Non, mais c'était quoi? C'était la beauté, c'était le niveau d'études, c'était... En fait, surtout, c'était beaucoup de proximité de valeurs. Ça, c'est très important. On est Les une valeurs. génération, C'est important, les valeurs, et c'est c'est important. mignon. Mais quand même. Certains ne partagent pas du tout le même Ok. avis. Hein. Je pense que ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui se dégage, je crois, et Rimel, elle va nous en parler, jingle. Je vous jure, c'est vrai. Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que je vous jure, j'ai pas inventé. Le shreking. Est-ce que vous connaissez ou là, est-ce que vous avez Tu déjà nous as entendu dit de pas parler? googler, on n'a pas Moi, je googlé. le connais.
Mais je Ah. connaissais. Moi, je connais. Amine, tu connais? Moi, je Le suis comme shreking. Salah, je sais pas ce que c'est. Bah alors je t'explique. Le shreking, c'est une tendance amoureuse qui est née sans surprise sur TikTok Écoutez bien, soyez attentifs, c'est terrible. et qui consiste à sortir volontairement avec quelqu'un que l'on juge moins attirant dans l'espoir que cette personne se montrera plus fidèle, plus investie et moins toxique. En fait, c'est comme Donc, si en je fait, vous disais, la personne doit être reconnaissante en fait. c'est ça, genre elle a trop de chance d'être avec toi. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle vient de dire? Choisir Non. plus moche que toi, Ouais. enfin ce que tu Non. considères plus moche que Mais c'est toi. tes critères pour qu'en face la personne Non, soit mais c'est reconnaissante. S'il vous plaît, je peux physique. je peux Mais finir vous ma savez, c'est un chronique principe en RH, en recrutement. Hein. C'est un principe au RH. C'est de ne pas recruter le profil qui match avec le poste, prendre celui qui est un peu en bas, qui aura toujours l'impression prouver. qu'il faut qu'il Ça s'appelle travaille comment plus. Ça s'appelle C'est de la comment? folie, Il y a un ce nom nom. spécial. Les recruteurs, ils font comme ça. Donc, ok. voilà, Donc en fait, ils auraient rien inventé. Ils ont pris un truc Oui, mais des bon, RH. là, je trouve que là, c'est le boulot. Là, on parle quand même d'amour, c'est terrible, c'est pas le même. Aujourd'hui, c'est divisé. Ouais, la tu même peux chose. comparer, Ah. tu peux comparer aussi, tu peux dire je vais prendre une voiture moche parce qu'au moins elle va pas me planter sur l'autoroute. C'est exactement la même chose. C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport Ou le mauvais avocat. Pour... Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites sur le principe des RH. C'est, Oh, je oui. On connaissais parle pas. ici donc le shreking, on parle ici de personnes qui, après s'être brûlé les ailes avec des partenaires beaux mais instables, font le pari du moins glamour mais plus sûr. Cette tendance, elle vient de la génération Z. Baisser ses exigences est censé éviter un chagrin d'amour potentiel. Et la logique derrière tout ça, si vous sortez avec quelqu'un que vous considérez comme chanceux de vous avoir, cette personne sera tellement reconnaissante de cette opportunité qu'elle ne vous fera jamais de mal et elle ne dépassera jamais les bornes. Donc on appelle ça le shreking, les amis. Terrible. Pendant ce temps-là, Fiona, elle s'est La mariée. trompe à la fin. On parle de, Ça va être encore plus grave. ouais, donc d'où le terme, Faut voir à la fin qu'il la trompe. d'où le terme shreking. Pendant ce temps-là, Fiona, elle s'est mariée avec Shrek. Elle s'est transformée en ogresse et ils vivent heureux dans leur marée. Donc peut-être que c'est nous, les losers dans l'histoire. Mais bon, si vous voyez quelqu'un de mignon, Ah, le mot sympa, shreking vient de Shrek. Oui. D'accord, excusez-moi. d'où le jeu de mots quand je disais. Fiona. Oui, merci. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un de mignon, sympa et non toxique, faites-moi signe. Je suis prête à shreker, mais en douceur. Bravo. Merci. Bah, voilà, donc ça Bravo. vous a donné une idée si vous voulez. Mais quelle époque on vit quand même. Oui, Ouais. c'est terrible. Bah justement, une époque où on a l'impression qu'on marche sur la tête. Comment expliquer à nos enfants quand ChatGPT fait tout à notre place, qu'on est comme des zombies sur notre téléphone sur TikTok? Comment on explique à nos enfants qui ont aujourd'hui, enfin les miens en tout cas, qui ont 8 ans, qui ont 6 ans et 3 ans, comment je leur explique? Je raconte ma vie. Non mais c'est vrai, 6 ans, 3 ans. qui ont 6 ans et Je sais 3 pas ans, comment qui ont 6 elle ans est et jeune, 3 tes ans. enfants. T'as combien Non, d'enfants là mais- Je vous découvre. Non, Je me suis elle a trompée. additionné les deux. Qui ont 6 ans, voilà. 6 ans et 3 ans, sérieusement. Comment on leur explique que l'effort de l'apprentissage, en fait? Comment on leur dit que c'est important d'apprendre en 2025? Alors, merci d'avoir posé cette question-là parce que, vous savez, il y a deux attitudes face à la technologie. Soit on est consommateur, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Soit on commence à être aussi, on comprend comment ça marche et on devient contributeur. D'où l'intégration, par exemple, du coding et de pas mal de choses très très jeunes. Ça permet aux enfants de comprendre ce que c'est que le net et comment ça marche, les algorithmes, etc. Après, pour ChatGPT, moi ça facilite la vie. Il ne faut pas le diaboliser parce que ça permet à tous, je pense qu'on l'utilise. Maintenant, il faudrait comprendre que ChatGPT ne règle pas tout. Ne règle pas tout comme Internet avant. Ne réglait pas tout. Quand on faisait une recherche sur Google, il fallait vérifier, il fallait checker. C'est la même chose sur ChatGPT aujourd'hui. Il faut qu'il comprenne l'essentiel. On a dit qu'on a la ressource qui est donc notre temps et notre concentration. Aujourd'hui, on a la possibilité de la concentrer sur l'essentiel, de ne pas la perdre l'apprentissage bête. Par exemple, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on apprenait bêtement plein de choses. Et je pense de notre génération. Tu as fait l'école publique ou la mission La mission. Enfin, toi, tu t'es flotté de côté. Mais au-delà de l'intelligence artificielle, quand on voit, par exemple, je sais pas, je cite les influenceurs, mais il n'y a pas que. Vous parliez tout à l'heure de Alors. l'intelligence des situations. Alors. Il y a des gens qui réussissent et qui font des milliards de dollars et qui n'ont aucun diplôme. Comment est-ce qu'on explique, nous, à nos enfants, tu vas travailler, tu La dois création de valeur. réussir? La création de valeur, ça veut dire que décorréler le diplôme, les études, de la réussite. La réussite n'est pas liée à ce diplôme-là. La réussite est à votre capacité à créer de la valeur par rapport à ça. Et j'ai des expériences avec des élèves qu'on a fait l'école qui commencent à gagner de l'argent. Vous savez, le jeu Roblox, que jouent beaucoup d'élèves, il y a des jeunes sur Roblox qui gagnent de l'argent, qui ont des $1000 qu'ils reçoivent, qui peuvent aller jusqu'à 400 parce qu'ils développent des objets à vendre. Quand ils comprennent comme ça,
elle est dans le jeu, mais elle est dans le côté positif du jeu. Mais pour être dans le côté positif, il faut qu'elle ait les bases du codage et de l'apprentissage. Donc il faut qu'ils aider nos comprennent. enfants à se chercher, à se À trouver. comprendre. Moi, j'ai une dernière question qui est très importante. Vraiment, vous avez parlé de prospective et je voudrais en 2 mots que vous y répondiez. Est-ce que l'école publique peut redevenir l'ascenseur social qu'elle a été avant et qu'elle n'est plus? Il peut le redevenir. Moi, je pense sincèrement qu'il est en marche de le faire. Et il n'y a pas que l'école publique, il y a aussi des expériences intermédiaires. Tu te rappelles aussi les écoles coopératives. Il y a aussi la possibilité, et il y a aussi dans la loi cadre, la possibilité aussi de mettre à contribution les communes, de mettre à contribution des associations pour gérer des écoles. On a des écoles fermées, rien qu'à Casa. Ces écoles peuvent revivre pour accueillir des gens. Il y aura toujours du privé, il y aura toujours du public, forcément. Parce que On le rappelle, c'est le plus- privé, le chiffre est bon, 1 200 000 familles Ouais, choisissent ouais, le voilà. privé Donc, encore. la C'est perspective, beaucoup. Hein. ça ne va pas dépasser 30%. Ça veut dire que On est mix- à 15% là. on est à 15, voilà. Donc, ça veut dire que 70%, ça va être l'école publique. Moi, je pense que l'école publique peut redevenir compétitif. Il est en train le travail, mais je continue à dire que le plus important reste comment faire vivre la chose. Vous savez, donc, Il nous reste 30 secondes. Ouais. Je suis désolée de vous couper, mais je pense que vous avez répondu à sa question. C'est notre tradition avant de rendre l'antenne. Vous avez carte blanche. Habituellement, c'est 1 minute, mais là, c'est 30 secondes. ok, pour dire. Ah ouais, Vous dites ce que vous voulez. ouais. Ce qui vous touche, Moi, mon appel part aux enseignants. Ils ont une grande responsabilité. Vous savez, ce secteur-là, on en a une responsabilité énorme parce qu'on façonne l'avenir de gens. On peut être à l'origine de l'abandon scolaire. On peut être déterminant dans l'avenir des enfants. Je pense que tous, on a été marqués par l'enseignant. Il faudrait qu'il soit cet enseignant qui marque, pas celui qui marque positivement, pas celui que des années après, on s'en rappellera, mais du mauvais côté de l'histoire. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre. On fait avec ce qu'on a. On donne le meilleur de soi-même en attendant et militer pour avoir des moyens, ce qui est aussi possible. Je pense qu'on a tous eu un prof qui nous a marqué. Moi, c'était ma prof de sciences. Et Grâce à quoi, qui, Histoire géo. grâce à qui j'ai eu mon bac, je pense. Moi, Et c'était elle son m'avait- beau-père qui m'a marqué. Ah ouais, ouais. Vous nous raconterez après. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Désolée. Merci à vous, Salah Eddine, d'avoir accepté notre invitation. Nabira. Et d'avoir partagé votre expertise sur ce sujet ô combien Merci important. Merci à vous trois, Safia, Rimel, Amine, pour vos chroniques et vos pics toujours bien placés. Merci à toi, Et Selima. surtout, merci à vous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine. Salut. Salut.